Bonjour, vous êtes toujours sur FPP 106.3. Bienvenue dans l'univers enjoué et quelquefois un peu décalé de l'émission littéraire Le Lire et le Dire. Autant le dire tout de suite, mais l'émission peut être écoutée par des adultes et même conseillée aux parents, mais le produit final est destiné quand même aux enfants. Aujourd'hui, pour me soutenir, je suis tout seul, personne de l'équipe, mais je suis quand même bien entouré puisque j'ai deux invités. Laetitia Devernay, auteure et illustratrice. Bonjour Laetitia. Bonjour. Et puis Jean-Sébastien Blanc, qui dirige la maison d'édition Alzaban et qui est son principal auteur également, il faut bien le dire. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Alors Jean-Sébastien, je te recevais en 2008, je crois. Oui, c'est ça. Tout au début de l'aventure de ta maison. Alors faut dire d'abord que Jean-Sébastien est à la tête d'une maison d'édition pour les enfants. Principalement pour les enfants, Principalement pour les enfants de 12 ans, et maintenant aussi pour les adultes quand même, avec une nouvelle collection qui s'appelle Histoire d'en penser, où on essaye d'aborder un peu le public adolescent, 15-17 ans. D'accord. Tu as commencé par faire des études de lettres modernes ? Oui, tout à fait. C'est à cette époque-là que j'ai nourri le rêve d'être à la fois auteur et aussi éditeur. Oui, c'est ça, parce que c'était quand même auteur je suis tout à fait schizophrène. Oui, voilà. En fin de compte, t'es cerveau droit et cerveau gauche. Oui, c'est ça. Quand même, c'est le summum. Parfois, dans certaines conversations, je demande aux gens, mais tu t'adresses à qui ? À l'éditeur ou à l'auteur ? Bon, je plaisante souvent avec ça, mais non, c'est vrai qu'il y a une dualité, c'est-à-dire que j'ai deux casquettes, à la fois principal auteur de la maison d'édition, et éditeur, c'est... Oui. Enfin, quand on est dans une petite maison d'édition ou petite société, faut aussi savoir faire le ménage, répondre au téléphone, etc. Tout à fait, être comptable aussi. Voilà, oui, bien sûr. Alors au début, dans les histoires, tu as tâté du fantastique et du burlesque. Alors ça continue. Ça continue. C'est dans la vie courante aussi ? Oui. Bon, d'accord. C'est de plus en plus fantastique et de plus en plus burlesque aussi parfois dans la vie. Bon. Mais la ligne éditoriale reste vraiment la même depuis le début, c'est-à-dire rêver, être dans le fantastique, dans le burlesque. Et quelles que soient les collections qu'on a lancées, c'est-à-dire la première Histoire d'en rêver et maintenant Histoire d'antan, la collection de contes du Moyen-Âge, on reste vraiment dans le fantastique, dans le abracadabrantesque, et aussi, si possible, dans le drôle, dans le comique, dans ce qui peut nous faire sourire, quoi. Alors comment on devient auteur spécifiquement pour les enfants ? Mais en fait, on ne devient pas. On a souvent ce débat, que ce soit sur des tables rondes ou dans des salons du livre ou des animations scolaires. On nous demande souvent, mais comment deviens-tu écrivain jeunesse ? La plupart des écrivains jeunesse, entre guillemets, répondent ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'on ne l'est pas à la base, on ne se revendique pas forcément comme tel. On écrit et puis on met en scène pour la jeunesse. Pendant la phase d'écriture ou de conception du livre, on ne sait pas forcément à qui on va s'adresser. C'est au résultat final du livre qu'on voit quelle est la meilleure mise en scène possible et quel est le meilleur public possible. Et mon dernier titre, Heureux qui comme Ulysse, que j'ai intégré dans la collection 8-12 ans, Histoire d'en rêver. Au départ, je ne savais pas vraiment ce que j'allais en faire au niveau des illustrations, au niveau de sa mise en page, sa mise en scène. Et c'est vraiment au final que là, je me suis dit, à la relecture, voilà, ça c'est vraiment un livre qui ira typiquement dans cette collection et qui sera vraiment un livre jeunesse, quoi. D'accord. Alors par rapport à 2008, la collection s'est bien étoffée là. Les collections, les collections, tout à fait. Le catalogue de la société d'Alzaban, c'est bien étoffé. On va parler des 3-4 derniers. Ouais. Allez, on commence par celui-là. Histoire d'antan, les étonnantes aventures de Renard et de son compère Isengrin. Ah oui, Isengrin, oui, absolument. Le roman du renard. Voilà. En fait, c'est une adaptation du roman de Renard que on connaît ou on ne connaît pas. Enfin, en tout cas, c'est un monument de la littérature médiévale et de la littérature française. C'est en fait, pas vraiment un roman, c'était un recueil d'histoires qui mettait en scène le goupil. Ça, c'est resté dans les expressions. Le goupil, le malin, le renard et le loup, Isengrin, qui était son oncle à la base, mais aussi son ami. Alors en fait, le roman de Renard met en scène ces deux idiots. Je dis un peu deux idiots parce que toutes leurs aventures tournent toujours à la catastrophe. Ces deux lascars essayaient tout le temps de voler des poules, de pêcher, de voler des jambons aux paysans, et ils n'y arrivaient jamais vraiment bien parce qu'ils se faisaient pincer, ils se faisaient courser par les paysans.
Et c'est ce qu'on se racontait il y a 800 ans, et qu'on a continué à se raconter pendant 800 ans dans les écoles en France. Et alors, moi, je suis en fait tombé dessus assez récemment, paradoxalement. J'ai trouvé très objectivement, vraiment objectivement, avec un regard un peu d'adulte et d'ancien enfant, que la plupart des éditions soit étaient très bien illustrées, soit avaient des adaptations de textes absolument magnifiques, mais je trouvais rarement des livres très équilibrés, quoi. Ouais. Très équilibrés, avec une belle mise en page, beaucoup d'illustrations et un beau texte. Et je me suis dit, fais l'essai. Voilà, on va essayer de faire l'essai. Et c'est le pourquoi de ce livre, avec sa dorure, son marque-page. Alors, en dehors des qualités que tu viens de donner, c'est une nouvelle collection qui s'appelle Histoire d'antan. Ouais. Et alors, je vois un livre doré sur tranche, quand même, Azette. C'est rare. On dirait un livre en cuir, patiné. Ouais. Il y a des enluminures. Et puis, à l'intérieur également, les pages sont bistres, les illustrations sont comiques. En fait, on a essayé de faire à la fois un contenu vraiment burlesque, drôle, donc avec les illustrations comiques, le texte très enjoué, une mise en page également très dynamique. Et puis aussi, on a voulu faire un objet qui rappelle vraiment le Moyen-Âge, le grimoire du Moyen-Âge. Alors, ça n'est pas une couverture en cuir, bien qu'on l'avait envisagé au départ, mais il y a une imitation, il y a cette dorure sur tranche qui émerveille tout le temps les enfants quand ils le prennent en main. Oui, absolument. C'est un livre de bibliothèque. Tout à fait. Voilà. C'est vraiment un des premiers livres qu'on peut mettre, qu'on garde précieusement dans sa petite bibliothèque ou sur son étagère. Et puis alors le deuxième de cette collection Histoire d'antan, La petite fabrique du mensonge et de la vérité, conte de Philippe d'Alcrip, c'est ça ? Absolument. Illustré et adapté par Adélaïde Lebrun. Voilà. Ça, t'as été chercher ça en fait, j'ai pas été le chercher. 15e siècle 16e siècle. J'ai pas été le chercher, c'est Adélaïde Lebrun elle-même, qui est une illustratrice de grand talent, assez portée sur le XVIe siècle, qui m'a amené le projet au départ avec une quinzaine d'histoires de Philippe d'Alcrip. Et elle m'avait apporté des illustrations. Et je suis tombé vraiment en admiration. J'étais vraiment tout de suite adoré ce projet, mais en lui disant que on pouvait aller beaucoup plus loin. Et en lui proposant de passer à plus d'une vingtaine d'histoires. Et surtout, non plus 15 illustrations, mais près d'une 60. Et ça, tu l'as réécrit, enfin adapté. Donc c'est Adélaïde Lebrun qui signe à la fois... Puisque ça doit être en vieux français, absolument. L'original. Alors en fait, Adélaïde Lebrun signe les deux, l'illustration et l'adaptation du texte. Et elle l'a vraiment trouvé, je pense, la note juste entre la fidélité au texte d'origine et en même temps une certaine modernité qui fait qu'on peut le lire très facilement. Alors c'est plein de burlesque, c'est plein de fantastique, c'est un petit peu plus sophistiqué que le roman de Renard, c'est-à-dire que je pense qu'en dessous de 10, 11 ans, c'est un petit peu difficile. En revanche, pour tous les lecteurs, jeunes lecteurs ou grands lecteurs, qui ont envie de redécouvrir le monde du fabliau, le monde du conte fantastique du Moyen-Âge ou de la Renaissance, c'est vraiment un régal. Voilà, c'est plein de poésie, c'est plein de vocabulaire très enjoué. Un mot sur Jonathan Bousmard, dont on n'a pas parlé dans des étonnantes aventures de Renard et les Engrins, qui est un illustrateur belge de Bruxelles, un jeune talent, qui allie vraiment l'illustration un petit peu à l'ancienne, la caricature à l'ancienne, et le burlesque un peu à la Gottlieb, pour les amateurs de bande dessinée. Voilà, moi je suis très influencé, j'ai toujours adoré Gottlieb, et il me rappelle un petit peu ce comique-là. Un autre livre de Jean-Sébastien Blanc, c'est ça, voilà. Heureux qui comme Ulysse ou Le premier voyage. Et alors Ulysse, c'est un chat. Voilà, j'ai voulu en fait initier les lecteurs de cette collection originelle, Histoire d'en rêver, les 8-12 ans, à toutes ces légendes de la Méditerranée, toutes les légendes antiques ou les premiers grands livres qui évoquent la Méditerranée. Alors c'est l'Iliade et l'Odyssée, Jason et Ulysse, Jason et les Argonautes, Sinbad le marin, la mythologie grecque également. Et j'ai voulu montrer en fait que la Méditerranée était un carrefour de légendes. La reine de Saba, toutes ces légendes. En un mot, donc je nous transporte avec le chat Ulysse au temps des Grecs. Et Ulysse va voyager sur la mer pendant 5 ans en découvrant tous les royaumes qui bordent la Méditerranée, mais aussi il va découvrir des pays fantastiques qui rappellent ceux de l'Iliade et l'Odyssée, ceux de Jason et les Argonautes. Donc c'est à la fois un roman fantastique et un roman un petit peu historique. Puis le fait aussi que le début de l'histoire, c'est un chaton, et qu'après, c'est un chat adulte qui a
à magasiner toute son expérience de tous ces voyages. Absolument. En fait, le deuxième objectif du roman, c'était de montrer que la vie est un voyage. C'est une sorte de parabole que je fais dans ce livre. Et que tout au long de la vie, on découvre, on apprend. Et Ulysse, pendant son voyage, va faire l'expérience de tout ce qui fait la vie. Le bonheur, le malheur, la tristesse, la trahison, les joies. Et lorsqu'il revient, ce qu'il a vraiment découvert, c'est lui-même à travers ce voyage. Et alors là, tu travailles avec une autre illustratrice, un illustrateur, voilà, qui s'appelle Sébastien Giacobino, donc qui est vraiment un illustrateur très porté sur les romans illustrés historiques. Et puis alors, un petit livre qui m'a accroché, toujours Jean-Sébastien Blanc, « Ils ne sont pas comme nous ». Donc là, c'est un livre un petit peu plus difficile. C'est peut-être pour les 12-15 ans. C'est ça, plutôt même 15-17 ans, on va dire. 15-17 ans. Alors, vas-y, dis-moi. Donc c'est un livre qui inaugure une autre collection qui s'appelle Histoire d'en penser, destinée donc plutôt aux 15-17 ans. C'est un livre que j'ai porté à titre personnel très longtemps, pendant plus de 20 ans, en attendant que je le publie, et que je destine aux élèves notamment de 3e. Il est beaucoup diffusé aussi en CDI, en collège, qui donc en fait rappelle la tragédie qui a touché les malades mentaux dans l'Allemagne nazie, qui ont été exterminés, dans le cadre d'un programme que les nazis appelaient le programme T4. J'ai raconté la vie au jour le jour d'un narrateur, d'un patient d'un asile. Le point de vue de l'allégorie. Donc au travers de cette narration, de ce patient qui va être lui-même exterminé, on comprend que se trame une tragédie, puisque d'autres fous vont exterminer ces, entre guillemets, fous-là, et ces autres fous sont les nazis. Donc j'ai voulu mettre en relief la véritable folie, et montrer que la véritable folie était plutôt du côté nazi, et peut-être du côté du genre humain. Et j'ai vraiment voulu m'interroger sur comment une nation civilisée, qui a 2000 ans d'histoire et de progrès moral, en arrive à retomber très brutalement dans la pire des barbaries de l'histoire de l'humanité, quoi. D'accord. Donc un État et toute la société mis au service de la barbarie. Voilà. Et alors c'est illustré par un graphisme fantastique de José Ignacio Fernandez, qui est tout à fait particulière. C'est des photos. Alors c'est des photomontages. Montées. Ouais, des photomontages en couleur sépia. On a essayé de rendre un peu burlesque, enfin pas burlesque, mais plutôt grotesque les personnages et surtout les nazis, en leur donnant un aspect clownesque, mais en même temps très dérangeant. Voilà. Et on essayait de montrer que la véritable folie, donc comme je disais tout à l'heure, se situe plutôt chez les nazis. Et le graphisme essaye d'appuyer ça. C'est vraiment un côté très décalé qui fonctionne, je crois, plutôt bien. Parfois, ça dérange. Il y a une petite frange du lectorat qui est parfois un peu oppressée. Majoritairement. C'est fait pour ça quand même. Oui, c'est ça. Ça doit déranger. C'est un livre qui essaie de. Si ça dérange pas, c'est que le but n'est pas atteint quand même. Absolument. On essaie vraiment d'interpeller. Quels sont les projets ? Alors, grand projet d'Alzaban Éditions, c'est le numérique. Ah oui. Plus que le numérique, parce que... Oui, le multimédia, en fait. En fait, on a eu toute une année de réflexion par rapport à ça. Toute l'année 2009, toute l'année 2010, on s'est interrogé sur ce que une maison d'édition jeunesse pouvait proposer à un lectorat jeunesse via le numérique, via les tablettes. Et on s'est dit qu'en fait, c'était pas seulement le numérique, mais c'était tout le multimédia qu'il fallait reproposer. Donc, on va proposer des livres animés et enrichis, comme on dit. C'est un terme très moche, mais bon, pour l'instant, il n'y a que ça. On peut lire le livre donc sur les tablettes. Voilà. Mais en plus, on t'apporte une dimension supplémentaire. Absolument. Donc, 2 dimensions supplémentaires, l'audio et la vidéo. Et la vidéo. Même 3 dimensions. Et la vidéo elle-même est multidirectionnelle, c'est-à-dire tu peux zoomer sur une image. Voilà, on va pouvoir soi-même zoomer sur les illustrations, mais parallèlement, dans le cadre d'un conte automatique, c'est-à-dire si l'enfant veut écouter tout simplement et visionner le conte, il verra les animations mises en vie avec des zooms. On est entre le livre d'illustration et le dessin animé, c'est-à-dire qu'on ne triture pas l'illustration non plus, mais on la met en vie, on évite qu'elle soit statique, pendant que se déroule un conte audio avec des acteurs qui lisent le texte, qui jouent le texte. Et en plusieurs langues, tu m'as dit. Alors, c'est une dimension des applications, c'est-à-dire qu'on va proposer pour chaque livre au moins 3 langues. Donc, tu choisis au départ... Voilà, on choisit français, espagnol, anglais. Il y aura d'autres langues au fur et à mesure des années qui vont venir. On enrichira avec l'italien, le chinois, d'autres langues. Les applications numériques sont, de manière innée, internationales.
Donc on a voulu coller à ça, ce caractère totalement international, casser complètement l'aspect franco-français d'un livre et donc inscrire ces applications dans le village global, le monde entier, quoi. Le premier livre, ça sera lequel ? Alors par clin d'œil, on a voulu faire un livre ex nihilo, c'est-à-dire qui n'existe pas. On a même envisagé de ne le faire que pour cette tablette, hein, et finalement il sera quand même décliné en livre, et non seulement en livre, mais en livre CD. D'accord. Donc il s'appellera Le lion qui ne savait pas chasser. Et c'est un conte assez comique qui m'enseigne un lion complètement stupide, incapable de chasser, et qui devint pourtant le roi des animaux.